Eh bien, je crois qu'il est 9 heures. Bonjour à tous. Je vais être très bref. Merci beaucoup à tous de votre présence. On est ravis de vous accueillir à la Maison des acteurs du Grand Paris pour cette matinée de travail consacrée à, c'est marqué, c'est en forme de question, en 2050, une Île-de-France totalement décarbonée, point d'interrogation. On va en parler tout au long de cette matinée. Je remercie donc Acteurs du Grand Paris qui nous accueillent, Île-de-France Énergie, Total Énergie, EDF, Enedis, GRDF et le SIAP, tout particulièrement, ainsi que l'ensemble de nos partenaires qui trouvent donc intérêt à nous aider à orchestrer ces débats qui s'inscrivent dans notre propre trajectoire d'événementiel qui a la décarbonation donc comme objectif. J'ai oublié de remercier notre partenaire institutionnel qui est la métropole du Grand Paris. Jean-Michel Genestier, maire du Raincy, nous fait l'honneur et l'amitié d'être présent ce matin. Ces assises, ces matinales aboutiront aux grandes assises du Grand Paris qui chaque année se déroulent désormais à l'automne. Et cette année, je ne sais jamais la date, je ne sais pas si le 27 novembre, au Comète Bourse. Voilà, vous dire simplement, avant de passer la parole à Catherine Bernard, rédactrice en chef du Journal du Grand Paris, qui a beaucoup travaillé pour préparer cette matinée. On cultive au Journal du Grand Paris la valeur d'usage, du moins on essaye, qui consiste à, conformément à l'ADN de la presse professionnelle, d'être utile aux communautés professionnelles que nous adressons, et l'énergie a pris une place croissante dans notre ligne éditoriale, puisque ces enjeux de transition énergétique naturellement passent beaucoup par une sortie progressive des énergies fossiles et donc tout ce que ça commande comme mutation, avec une conviction qui est un peu une lapalissade et qui consiste à penser que personne ne peut faire en sorte que nous atteignions les objectifs que nous sommes nous-mêmes assignés par des lois tout seuls. Et donc, voilà, modestement, mais contribuer à animer le débat et à faire se rencontrer acteurs publics, acteurs privés, tous mobilisés pour atteindre la neutralité carbone en 2050, parfois plus tôt d'ailleurs, si on pouvait y arriver. Et pour aussi essayer d'être utile, puisque c'est notre obsession, nous avons imaginé non pas un observatoire, mais un baromètre de la décarbonation, dont ça va être cette année la deuxième année. Donc l'année dernière, c'était l'étalonnage, avec une série d'indicateurs que nous allons suivre, d'indicateurs physiques. Nous avons souhaité plutôt mesurer le nombre de kilomètres de pistes cyclables, la part modale de l'énergie renouvelable, même si c'est discuté comme critère, mais enfin, en tout cas, une série de critères qui sont physiques. Le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques, le nombre les stations d'avitaillement à l'hydrogène, etc. Pour mesurer, puis pour mettre en débat, parce que toujours j'en parle parfois avec mes amis d'EDF, etc. Il faut savoir de quoi on parle, puisque l'énergie décarbonée n'est pas forcément celle qu'on croit, et c'est un peu plus subtil. Donc ce baromètre, pour conclure, vise notamment à mesurer, mais aussi à susciter le débat. Voilà. Merci encore à tous. Merci Monsieur Genestier de votre présence. Et je cède avec plaisir tout de suite la parole à Catherine Bernard, rédactrice en chef du Journal du Grand Paris, qui va animer cette matinée. Bonjour. Alors, Jacques a oublié de vous dire qu'on a sorti la semaine dernière notre numéro 500, dont le thème est intéressant par rapport à la matinale de ce matin, puisque c'était une sorte de dystopie qu'on a rédigée avec l'aide de l'IA sur à quoi peut ressembler l'Île-de-France en 2050 si on ne fait rien. Voilà, si on laisse les trajectoires actuelles glisser. Et je vous invite, il est tout à fait possible de télécharger gratuitement ce numéro spécial et de le lire. Voilà, alors il est aussi objet à débat, bien entendu, c'est une vision parmi plein d'autres, mais en tout cas, l'idée c'était de faire naître le débat. En tout cas, le thème ce matin, c'est est-ce que l'électricité en 2050 aura réponse à tout ?
puisqu'on parle souvent de l'électricité décarbonée ou renouvelable comme vecteur pour atteindre le zéro émission nette en 2050. Donc, quelles sont les limites de l'électricité? Qu'est-ce qu'on peut électrifier? Qu'est-ce qu'on ne peut pas électrifier? Pour mémoire, aujourd'hui, l'électricité, c'est juste un petit peu plus de 30% de la consommation finale d'énergie en Île-de-France. Donc, on est quand même loin d'avoir tout électrifié. Je vais appeler pour cette première table ronde qui va parler un petit peu des potentiels et des défis que représente l'électrification. Donc, je vais appeler Monsieur Marc Gendron d'EDF, Monsieur Frédéric Courreau d'Enedis, Monsieur Genestier donc, de la Métropole et Monsieur Laurent Tricot de Total Énergie. Voilà. Je vais me mettre, moi, peut-être par là. Voilà, je vous laisse vous installer. Voilà, je vous laisse. Je vais juste prendre ma petite bouteille. Voilà. Je vais me mettre là, si vous pouvez. Voilà, comme vous voulez. Ou alors vous vous mettez là. Voilà. Voilà, donc je vous remercie d'être tous venus. Donc on va... Monsieur Gendron, donc vous êtes délégué innovation EDF en Île-de-France. Voilà. Et le micro marche. Donc on se trouve dans une situation très paradoxale aujourd'hui parce qu'on dit que l'électricité est une réponse au défi du ZEN, du zéro émission nette. Et pourtant, pour l'instant, les usages de l'électricité ne progressent pas. Si je dis ça simplement, ils stagnent, ils ne progressent pas. Et pourtant, on peut électrifier plein de choses. Donc je vous laisse nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut électrifier. Et puis, il y aura la question suivante, c'est comment on arrive à subvenir à ces besoins en électricité. Mais la première question, c'est qu'est-ce qu'on peut électrifier? Très bien, écoutez, merci beaucoup Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Merci au journal Grand Paris et à Jacques et à Catherine pour votre invitation. L'objet un peu de mon intervention, c'est quelque part d'introduire cette table ronde autour de les défis de la montée en puissance de l'électrification. Pour ce faire, je vais juste faire un propos introductif et ensuite 3 messages clés avec une mauvaise nouvelle et 2 bonnes nouvelles quand même. On est matin, il faut quand même démarrer tranquillement. Jacques en a parlé. Face au réchauffement climatique, il y a l'Union européenne, mais aussi la France ont mis en œuvre un certain nombre de lois et de réglementations qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je garderai, pour faire court, les objectifs de la SNBC 3, qui vise stratégie nationale bas carbone, exactement, qui vise à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% à horizon 2035. Mais au-delà de ces réglementations, il y a quand même un événement important qui est arrivé en 2021, qui est la guerre en Ukraine, et qui nous a fait prendre conscience qu'il n'y a pas que des problématiques de réchauffement climatique lorsqu'on traite de l'électricité, mais qu'il y a aussi un sujet autour de l'indépendance énergétique de la France. Et donc, dans ce cadre, il me semble important de rappeler que disposer de sources bas carbone sur le territoire concourra justement à ces 2 objectifs que sont l'indépendance énergétique de la France et la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Alors j'en viens à mes 3 messages clés. Je suis désolé, mais je vais démarrer par une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la trajectoire de consommation de l'électricité actuelle, elle ne permettra pas d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Vous prenez ça dans tous les sens, on n'y arrivera pas. Alors je m'explique un peu. En France, il faut que vous ayez en tête que 60% de l'énergie consommée, c'est de l'énergie fossile. Donc du pétrole, du gaz, et il reste moins d'1% de charbon. Vous avez 25% d'électricité. Et les 15% restants, c'est des ENR et surtout des déchets, traitement de déchets, etc. Au total, on est sur 1600 TWh de consommation d'énergie sur la France. Alors, si vous prenez toutes les simulations qui sont faites notamment par RTE
pour atteindre cette neutralité carbone. En gros, il y a pas 36 000 solutions. Première solution, il faut baisser les consommations d'énergie en France. Et deuxième solution, il faut électrifier pour substituer des énergies fossiles par l'électricité. Alors si on prend maintenant depuis 2020-2025 les trajectoires de consommation de l'énergie en France, globalement, retenez ces chiffres, on est autour de 410-450 TWh d'électricité par an consommée en France depuis 2020. C'est plutôt en baisse, d'ailleurs depuis 2020. Pour vous donner une idée, en 2025, on était à 449 TWh. Pour atteindre la neutralité carbone à horizon... Pardon ? En 2025. En 2024. Pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, il faudrait consommer entre 500 et 600 TWh d'électricité en France. Donc en gros, on n'est pas au résultat puisque vous avez un gap de 150 TWh. Et donc, c'est la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas sur la trajectoire qui nous permet de baisser d'atteindre cette neutralité carbone. Alors j'arrive quand même à mon deuxième message qui est une bonne nouvelle. C'est qu'en France, on dispose quand même d'atouts importants, notamment comparativement aux pays européens, en matière d'électrification. Premier sujet, c'est qu'on a une électricité qui est décarbonée en France. On est à 33 grammes équivalent CO2 par kilowattheure, quand l'Allemagne est à 333 grammes, l'Italie 295 grammes et 125 grammes en Espagne. Donc ça, c'est un atout qui est extraordinaire en France. Si on prend sur les émissions directes, l'électricité française est la moins carbonée au monde. On est à 22, l'année dernière, en 2024, 21,7 grammes équivalent CO2. Deuxième point, c'est qu'on a une énergie une électricité qui est abondante en France. En 2024, on a exporté en France 89 TWh d'électricité, alors que les Allemands ont importé pour 28 TWh, les Italiens 52 TWh, les Espagnols ont été légèrement exportateurs à 8 TWh. Donc en gros, dans le schéma actuel, on produit l'électricité décarbonée, et on en fait profiter nos voisins italiens et allemands. C'est eux qui décarbonent leur pays, grâce à notre électricité. Et puis, dernier point, c'est qu'on dispose d'une électricité qui est compétitive. La crise énergétique semble, je suis toujours prudent, semble derrière nous. Et quand on regarde les prix de gros à 5 ans depuis novembre 2023, on a baissé de 34%. 34% de baisse de ces prix. Globalement, on est sur des prix spot moyens en 2024 autour de 58 € par mégawattheure. Si vous comparez à l'Allemagne, ils doivent être autour des 80, les Italiens un peu plus de 100. Donc on a une énergie qui est somme toute abordable. Alors bien évidemment, les clients et certains clients industriels disent le contraire, mais on est quand même, ils ont conscience quand même qu'on est plutôt bien lotis en France. Mon troisième et dernier message, qui est encore une bonne nouvelle, c'est que l'amplification de ces usages d'électricité en France, à hauteur donc des 150 TWh que je citais tout à l'heure, elle nous semble possible côté EDF. Alors comment on envisage ça ? On envisage ça sur 4 grands secteurs. Premier secteur qui est fortement consommateur d'énergie, c'est le bâtiment, puisqu'on doit consommer 60-64% d'énergie dans le bâtiment. Il faut savoir que le bâtiment a fait des efforts énormes en matière de baisse de consommation d'énergie par mètre carré habitable, et ça continue. Donc globalement, si on substitue l'électricité, si on substitue le gaz, le fuel par de l'électricité, on va effectivement augmenter de l'ordre de 47 TWh les consommations d'électricité. Mais parallèlement à cela, les actions qui sont faites en matière d'efficacité énergétique, de sobriété sur le bâtiment, va permettre de baisser de un peu plus de 50 TWh. Donc globalement, le bâtiment ne va pas nous amener des TWh dans le bilan global. Si je prends maintenant au transport, alors là c'est le gros sujet bien évidemment, ce transport, puisqu'on imagine qu'on pourrait électrifier à hauteur de plus 70 TWh par an le transport, mais en bien évidemment massifiant et accélérant l'électrification des véhicules légers et l'électrification du transport, et notamment du transport lourd, de la logistique.
gros sujet sur Paris, puisque la logistique est très polluante sur Paris. Ensuite, on a l'industrie. L'industrie, par l'électrification de la chaleur industrielle et des nouvelles implantations industrielles, on imagine faire plus 60 TWh de consommation par an. Ça passe là encore par des solutions de type pompe à chaleur très haute température, compression mécanique de vapeur, électrification des fours par induction, par électrode, par plasma, etc. Il y a déjà des choses qui se font. Avant-hier soir, on discutait avec une personne Carlo Riva, qui est du groupe Riva, qui est un sidérurgiste qui a un site sur Porcheville. Ils sont en train de substituer un four gaz par un four à induction sur une ligne de laminage de métal. Donc ça fonctionne, ça y est, c'est enclenché. Et puis, dernier point, ce sont, alors un sujet où je pense qu'il va y avoir des débats aujourd'hui autour de ça, ce sont les data centers. Je voyais encore une publication là, de RTE qui annonçait à horizon 2035 des demandes de raccordement susceptibles de générer plus 28 TWh par an de consommation d'électricité. Et bien évidemment, vous avez vu aussi toutes les annonces qui ont été faites sur Choose Paris, avec une nouvelle évolution sur ces data centers. C'est la mise en place d'hyperscalers, donc des data centers de l'ordre de 1 gigawatt de puissance, ce qui est phénoménal. Hein. Si vous prenez Arcelor Aluminium Dunkerque, pardon, à Dunkerque, c'est 450 gigawatts de puissance instantanée. Donc on est... Comment ? Mégawatt, pardon. Oui, j'ai dit gigawatt. Mégawatt. Je m'emballe. Donc ça fait deux usines d'aluminium. Oui. Donc vous voyez que c'est monstrueux. Voilà. Donc ma conclusion, vous l'avez compris, c'est que atteindre la neutralité carbone et s'assurer de l'indépendance énergétique de la France, ça passe par l'électrification. La trajectoire d'ailleurs du mix énergétique de la SNBC, Stratégie nationale bas carbone, fait passer l'électricité de 25 à 55%. Et j'ai vu là que dans le plan climat Air Énergie de la métropole Grand Paris, on est sur des chiffres de faire passer l'électricité de 34 à 55% à horizon 2050. Alors on n'est pas sur les mêmes paramètres puisque 34% c'est à partir de 2021. Voilà, donc on est dans ce sujet-là. Alors bien évidemment, tout ça, ça pose des questions en matière de production. Ça pose des questions, et c'est bien qu'Enedis soit là, en matière de gestion et de flexibilité des réseaux. Et ça pose des questions en matière de cas d'usage d'utilisation d'électricité dans les différents secteurs que je vous ai annoncés. Et c'est ce qui va être abordé dès maintenant avec Catherine et nos invités. Merci Marc, merci pour avoir posé ce cadre hein, très précisément. Alors la question c'est de savoir effectivement quels usages hein, et ensuite quelle production mettre en face et comment faire le lien entre les usages et la production grâce au réseau. Alors Laurent Tricot, vous êtes directeur délégué Île-de-France de Total Énergie et vous m'avez dit Total Énergie à l'avenir ça sera un électricien. Voilà. Alors voilà, vous voyez, il y a eu un instant de silence dans la salle. Parce qu'en fait, vous croyez... Alors, concrètement, il y a plus d'usages que ce qu'on pensait il y a quelques années. Ben voilà, on vous a coupé le micro, mais ça va revenir, vous en faites pas. Il y a plus d'usages que ce qu'on pensait il y a quelques années qui vont être électrifiés, selon vous. Et alors, si vous pouviez nous dire ceux auxquels vous croyez, et puis, Total, vous allez devenir producteur d'électricité. Je vous laisse parler. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé la parole et le micro. Mais merci de m'avoir invité à cette table ronde. Donc oui, je suis donc le directeur régional de Total Énergie sur l'Île-de-France. Alors, je partage complètement le keynote d'introduction sur le fait que demain et la neutralité carbone en 2050 passe forcément par une très très forte augmentation de la consommation et donc de la production d'électricité. Ça, on est tous alignés là-dessus. Donc
et on le partage complètement chez Total Energy, puisque Total Energy 100% pétrolier en 2000, pétrolier et gazier quand même, parce qu'on est beaucoup dans le gaz, et qu'il faut pas aujourd'hui, il faut pas assimiler l'huile, le pétrole et le gaz. Mais Total Energy 2015 est uniquement pétrolier. Notre stratégie, c'est en 2050, on sera à 50% un électricien. Donc c'est carrément une très très grosse transformation, et avec pour ambition et ça dès 2030 dans le monde. Après on va recentrer sur la France, mais d'être le 5e producteur mondial d'électricité. Et donc cette électricité, nous la produirons essentiellement par des énergies renouvelables et essentiellement de l'énergie solaire, éolienne, un peu de CGT aussi pour l'intermittence. Donc c'est une vraie transformation. Alors sur les usages, sur les usages, on est complètement d'accord. Hein, le transport aujourd'hui, en France, c'est 39% de la consommation. Les transports aujourd'hui, je ne sais pas si c'est 85, 90 ou 92, mais c'est essentiellement encore aujourd'hui du carburant. Ça va pas très très vite finalement la transformation. Donc il y a un enjeu majeur à transformer le transport vers l'électricité, ou en tout cas les bio, on va dire les biocarburants, puisque là aussi on est d'accord. L'électricité ne suffira pas à elle seule. Et donc, si on regarde 2050 notre mix énergétique, on aura 25% de ce qu'on appelle biocarburant, biogaz, biomasse, hein, qui compléteront ce mixte. Je finis juste. Il y a peut-être un point qui a pas été évoqué, qui va ajouter une très très grosse consommation d'électricité dans les années à venir, et vraisemblablement dès 2030, en tout cas très vite après 2030, sur les accords justement de réduction des gaz à effet de serre, qui est la production d'hydrogène. Hein, où aujourd'hui les gros industriels que nous sommes, alors il n'y a pas que le raffinage, il y a aussi la métallurgie, il y a aussi les engrais. On produit de l'hydrogène à base de méthane. Il faut juste savoir que, en gros, pour faire simple, 1 tonne de production d'hydrogène, c'est 8 tonnes de production de CO2. Et donc il y a un gros enjeu à décarboner cet hydrogène, et ça se fera par l'électrolyse de l'eau, et donc avec un apport majeur d'électricité. Et là, on pense que assez rapidement, ça va être une nouvelle consommation, un nouveau usage. Merci Laurent. Frédéric Corot, donc vous représentez Enedis, donc il y aura des usages d'un côté, il y aura la production de l'autre, et au milieu il y a les réseaux. Donc vous représentez le réseau de distribution, hein, donc il y a le réseau de transport de RTE qui amène des grandes centrales. Voilà, les lignes à haute et très haute tension, et donc le réseau à moyenne et basse tension d'Enedis. Ce réseau, il va être mis à contribution, d'autant plus parce qu'il y aura plus d'électricité à faire venir, il y aura un maillage beaucoup plus étroit, puisqu'il va y avoir aussi des productions locales, hein, des productions photovoltaïques locales, etc. Comment est-ce que vous voyez les défis qui vous attendent? Est-ce qu'il faudra concevoir autrement les réseaux de distribution? Merci Catherine pour ces mots. Effectivement, alors Enedis, comme vous le savez probablement, nous sommes le distributeur d'électricité, donc moyenne tension et basse tension, sur 95% du territoire français. On est au cœur, je vais citer une phrase que la présidente d'Enedis dit souvent, on est au cœur de cette transformation. Elle parle souvent que Enedis contribue à la 2e électrification de la France. Parce que comme ça a été dit, je ne vais pas paraphraser ni Laurent ni Marc, on sait très bien que cette décarbonation passe en grande partie par une électrification plus forte. Et nous, on est au cœur d'un certain nombre de sujets. Je vais vous donner quelques exemples. Et je vais partir, alors des chiffres ont déjà été donnés, je vais essayer de pas en donner trop, mais en 2022, Enedis a estimé en euros 2021, c'est-à-dire hors inflation, quels étaient les investissements qu'Enedis devait faire sur le réseau pour l'ensemble des défis qui se présentent à nous. Le chiffre, c'est 96 milliards. En euros constants, entre 2022 et 2040. Ces 96 milliards, il faut savoir que c'est à peu près 5 milliards par an. Ça ne veut pas dire grand-chose si on ne met pas un peu d'histoire derrière. Entre 2000 et 2010, le distributeur investissait à peu près 2 milliards par an. Entre 2010, en moyenne, hein, entre 2010 et 2020, on était autour de 3 milliards et demi.
On est passé tout de suite, après 2020, plutôt au-dessus de 4 milliards. L'an dernier, on a fait 5,1 milliards d'investissements sur le réseau. Donc, quasiment 100 milliards en euros constants. Pour faire quoi? Alors, je vais prendre des exemples côté production, vous l'avez dit. Côté production, on a changé de paradigme. Avant, c'était très simple. On prenait l'électricité depuis RTE et on l'amenait jusqu'au client. Ça allait dans un sens. Depuis un petit moment, ça va dans tous les sens. Et parfois, ça remonte même du réseau Enedis lorsqu'on a beaucoup de production, ce qui n'est pas le cas en Ile-de-France, mais ça remonte même sur le réseau de transport. On a aujourd'hui plus d'1 million de producteurs photovoltaïques raccordés sur le réseau d'Enedis en France. 1 million. On prévoit dans les 96 milliards que je citais, plus de 10 milliards pour raccorder donc ces ENR. On participe aussi énormément à la décarbonation des transports, on l'a dit, parce que la mobilité électrique, elle marche sur deux jambes. Vous avez les véhicules d'un côté et vous avez les bornes de recharge de l'autre. On a prévu, là aussi, sur ces 96 milliards, plus de 7 milliards et demi pour raccorder des bornes de recharge. À titre d'exemple, on a aujourd'hui, en France, on le dit pas assez, hein, parfois on se flagelle un peu, plus de 2,4 millions quasiment de points de charge en France. Et ça nous place en deuxième position en Europe dans les pays les mieux équipés, juste après les Pays-Bas. Donc, on raccorde beaucoup d'infrastructures, on en raccorde beaucoup, et ça c'est un véritable enjeu en Ile-de-France, dans les parkings des copropriétés. Je regardais, là, à fin avril, on a à peu près 12 500 immeubles en France qui sont équipés avec des bornes de recharge. Alors, vous allez me dire 12 500, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à peu près 5% du parc. Donc, il y a un énorme enjeu demain. Donc, on est côté production mix énergétique avec beaucoup de raccordements ENR. On est côté décarbonation des transports avec ces raccordements d'infrastructures. Et puis, un autre exemple, on l'a vu un petit peu l'an dernier avec les JOP. On s'est aperçu il y a quelques années que tout le secteur qu'on appelle l'événementiel, donc dans l'événementiel, il y a les rencontres sportives, il y a les tournages de films, il y a les festivals, il y a la Fashion Week, il y a voilà, tout ça était historiquement sur groupe électrogène. Et en fait, lorsqu'on cherche une décarbonation, on a dit on a la chance en France d'avoir un réseau très fiable. Il faut savoir qu'en France, on distribue l'électricité plus de 99,99% du temps. Donc, il est fiable. Et on a, comme ça a été rappelé, on a des réserves en termes de production. Donc le fait de raccorder des stades, des festivals, on peut citer Wheel of Green, Rock en Seine, Musilac, un certain nombre. Donc aujourd'hui, on va essayer de bousculer des habitudes qui étaient de raccorder sur groupe électrogène pour raccorder sur le réseau, parce qu'il y a la puissance qui est disponible et puis il y a la fiabilité qui est disponible. Donc voilà quelques exemples qui nous placent au cœur de cette transition énergétique. Merci Frédéric. Alors la métropole du Grand Paris, elle participe à cette électrification. Alors elle participe de différentes façons, hein, que ce soit au niveau de la production et au niveau des usages. Au niveau des usages, on sait un petit peu ce que vous faites en matière de bornes de recharge, d'aide à l'achat de véhicules électriques, mais on sait moins qu'en fait la métropole est aussi impliquée dans l'aide à la production d'énergie renouvelable et notamment photovoltaïque. Jean-Michel Génistier, vous êtes donc conseiller délégué à la logistique. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, hein? Oui, je pense que ce qui est important, c'est de repositionner la métropole, mais vous la connaissez toutes et tous à travers vos missions, vos fonctions. Elle a été créée en 2016 et l'objectif, c'est vraiment d'être la représentation des 131 maires, 130 maires qui composent les 7,2 millions d'habitants et de pouvoir avoir une politique qui permette de relayer ce qui est fait par ces femmes et ces hommes politiques qui, encore une fois, sont là dans la gestion du quotidien, mais qui aussi s'intègrent dans le respect des lois et donc dans les objectifs qui concourent effectivement à la décarbonation du pays et à l'utilisation d'énergies qui sont peut-être plus vertueuses. Donc, nous allons arrêter définitivement le plan climat air énergie dont vous avez parlé tout à l'heure au mois de juillet dans le cadre du Conseil métropolitain de ce prochain mois de juillet 2025. Et l'objectif que nous avions déjà fixé, que vous aviez repris tout à l'heure, c'est de couvrir 35% de la consommation énergétique métropolitaine avec des énergies renouvelables locales d'ici à 2050. Et donc, pour y arriver, évidemment, parce qu'on peut aussi faire beaucoup de déclarations, comme beaucoup d'entités politiques dans notre pays et de responsables, mais il faut qu'on puisse, avec nos moyens, eh bien, aider en cela tous les acteurs. Vous l'avez rappelé,
les objectifs de bornes, avec Métropolis en particulier, mais il y a plusieurs acteurs sur la mise en place des bornes. Et puis, c'est le financement de projets d'énergie renouvelable. Donc, je reviens à la question que vous venez de poser, via le Fonds énergie. Donc, on a mis 2,3 millions d'euros de subventions attribuées pour les projets solaires depuis 2024. Donc, c'est relativement récent. Et puis, nous avons également publié fin avril 2025, c'est encore plus récent, un appel à initiative privée afin de sélectionner un opérateur spécialisé pour l'équipement de 30 toitures solaires sur 6 hectares du patrimoine communal. Donc 21 communes aujourd'hui sont candidates et nous allons sélectionner les offres d'ici au 4 juillet prochain pour pouvoir participer à cela. Alors on peut se dire que très clairement une trentaine de toitures solaires, c'est une goutte d'eau. Mais ce qui est important au sein de la métropole, c'est qu'il y a des initiatives, et je le vois dans la mission qui est la mienne en termes de logistique. On fait des exemples, on a des candidats qui sont souvent des maires, on a des acteurs locaux, et puis ensuite, on duplique les choses. Et donc l'objectif de la métropole, c'est de pouvoir dupliquer à souhait les bonnes expériences et les bons éléments. On a mis en place un accompagnement sur mesure des projets d'autoconsommation des communes sur la toiture de leurs bâtiments. Là aussi, c'est effectivement un élément important. On a réalisé 42 études de faisabilité dans les derniers mois qui doivent permettre effectivement de faire évoluer le sujet. Et puis, vous le savez peut-être, le président Patrick Ollier est aujourd'hui président de l'Axe Seine, l'entente de l'Axe Seine, qui a été mise en place. Et puis, c'est une présidence tournante, donc c'est la métropole par la voix de son président Patrick Ollier qui pilote cet Axe Seine. Et nous avons créé une SEM de l'Axe Seine sur les énergies renouvelables, donc la ville de Paris, la ville du Havre, la communauté urbaine du Havre, la communauté urbaine de Rouen sont des acteurs extrêmement importants pour développer et co-investir dans des projets de production d'électricité, en particulier photovoltaïque. Voilà, donc tout ceci concourt au fait que on essaye de pousser tous les acteurs à tenir des objectifs qui sont extrêmement ambitieux, mais qui sont indispensables, parce que si les élus, quelle que soit leur tendance, prennent des décisions comme celle-ci, c'est avant tout, il faut le rappeler, pour protéger les populations et faire en sorte que les maladies, notamment cardio-respiratoires, régressent. Merci, Monsieur Génestier. Alors, vous avez soulevé la question de la production photovoltaïque. Il y a un mini-débat, là, je crois, qui s'instaure à cette table ronde, qui est justement quelle est la part de l'électricité future qui devra être produite en Île-de-France. Et donc, en Île-de-France, ce sera essentiellement à partir d'énergies renouvelables et essentiellement à partir du solaire, puisque les éoliennes, assez peu d'investisseurs s'y consacrent en Île-de-France, ou est-ce qu'il va falloir faire venir l'électricité de centrales nucléaires, ou les deux? Alors, j'ai fait un petit peu mes calculs, là, Monsieur Gendron, parce que vous disiez que la consommation d'électricité devait augmenter de 200 TWh, et en fait, on exporte actuellement 89 TWh. Voilà, donc je me dis qu'il y a 150 moins 90, ça fait 60. Donc à terme, on a quand même peut-être besoin d'augmenter la production d'électricité. Et alors je crois, Laurent, que vous êtes un de ceux qui voulaient investir dans la production d'électricité renouvelable en Île-de-France. Pour vous, c'est le mixte entre production locale et production entre guillemets importée du reste de la métropole. Ça doit se faire comment ? Ah oui, c'est sûr. On est passé on veut passer de pétrolier à électricien, mais on n'a pas prévu, et ça c'est clair dans notre stratégie, on ne fera pas d'électricité nucléaire. Donc ça c'est sûr, c'est affirmé, et c'est important de le dire. Donc pour Total Énergie, effectivement, la production d'électricité renouvelable passera essentiellement, et en particulier en Île-de-France, par le solaire. Sur 2050, c'est encore loin. Je ne ferai pas une croix complète. Je n'arrêterai pas complètement l'éolien. Voyons, aujourd'hui, l'éolien n'est pas acceptable. On verra bien demain ce que peut devenir l'éolien. Sur la France, sur la France, on est déjà un producteur important, puisque, je rappelle, on part de zéro, et aujourd'hui, on a en production l'équivalent de centrales nucléaires, ou l'équivalent on est capable d'alimenter 2 millions d'habitants en électricité hors chauffage. Donc, on est déjà passé sur une dimension, et ça, c'est essentiellement sur du solaire, de l'éolien. Alors, c'est pas encore beaucoup en Île-de-France. En Île-de-France, vous avez quand même... L'Île-de-France, on a quand même deux. On a encore aujourd'hui, alors après, on va se battre entre nous, mais on
on a encore aujourd'hui les deux plus grosses centrales solaires, une sur Grand Puy et l'autre sur notre site de Gargenville, avec une capacité de production à peu près de 50 mégawatts. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a autant, voire plus, de projets en portefeuille. Et aujourd'hui, l'enjeu, alors il y a un enjeu d'accélération, et ça, vous avez raison de le dire. Concrètement, aujourd'hui, la demande ne suit pas. Maintenant, les projets que l'on fait aujourd'hui, ils vont produire avec la rapidité d'exécution en France administrative qui est de 5 à 7 ans. Et ça, c'est un vrai sujet pour sortir nos projets. Les projets qu'on va sortir aujourd'hui en 2025, ils commenceront à produire en 2032 pour être sympa, ou 2030. Donc, les décisions que l'on prend aujourd'hui influent beaucoup pour demain, et celles qu'on ne prend pas vont faire qu'on sera en retard demain. Donc oui, on a un enjeu sur l'Île-de-France. Il est essentiellement sur le solaire. Beaucoup sur les gros projets, ça c'est pour faire plaisir à mon collègue de Nedis. Total Energy ne vise que sur des gros projets de ferme solaire, et on a une deuxième source de déploiement sur laquelle on croit beaucoup, qui est l'agrivoltaïsme. Et donc l'idée, et en particulier en Île-de-France, ce n'est que sur des grands domaines céréaliers, c'est de mettre des panneaux solaires dans les champs au milieu de la production pour produire de l'énergie électrique avec un projet gagnant-gagnant avec l'agriculteur, qui l'électricité est pour lui un revenu complémentaire, permet aussi d'améliorer, mais on fera pas le sujet aujourd'hui, le rendement de sa production, et nous d'avoir de la surface de production d'énergie renouvelable électrique, parce que le problème en Île-de-France, faut pas se le cacher, c'est quand même le foncier. Et installer des grosses centrales solaires en Île-de-France, il faut trouver du foncier. Et pour finir, si on regarde un peu nos perspectives, aujourd'hui sur nos projets, on mise autant sur le solaire au sol que sur l'agrivoltaïsme, et y compris en Île-de-France. Donc, Gendron, la part de l'électricité qui viendra du nucléaire qui n'est pas en Île-de-France, et la part de l'électricité qui viendra de l'électricité renouvelable produite en Île-de-France, pour vous, c'est quoi? Et est-ce que EDF est impliqué aussi dans les projets franciliens? Alors, bien sûr. Alors aujourd'hui, effectivement, l'Île-de-France, elle reste assez dépendante des autres régions. Elle importe de l'énergie des autres régions. En soi, où est le problème? Je mets un peu les pieds dans le plat, mais on a des réseaux qui sont efficients. On a un parc nucléaire qui est aujourd'hui efficient. On a un nouveau président qui est je peux vous dire, qui a une fibre industrielle très forte, qui vient du nucléaire et qui déjà nous donne des objectifs en termes de disponibilité du parc, de production du parc. Il annonce déjà des productions du nucléaire à hauteur de 400 TWh par an. On y arrivera parce que on est une boîte d'ingénieurs et on adore les défis. Donc en soi, on va être capable de produire de l'électricité. Si on rajoute sur l'hydraulique, on est en discussion aussi avec l'État pour modifier le système de concession de l'hydraulique de manière à pouvoir réinvestir dans l'hydraulique. L'hydraulique, c'est à peu près 400 mégawatts de puissance disponible en mettant en œuvre un certain nombre d'investissements. 4 mégawatts, pardon, pas 400, 4 mégawatts. Et donc, nous, on reste dans une logique où on se dit que il faut s'appuyer sur les forces du pays, que sont le nucléaire, avec un prix de l'électricité qui est somme toute compétitif, et puis effectivement développer localement du photovoltaïque, des éoliennes en mer, des choses comme ça. Donc on reste quand même sur les deux pieds entre des ENR et du nucléaire. Merci. Les énergies renouvelables sont quand même une magnifique opportunité pour l'Île-de-France pour améliorer sa souveraineté sur l'énergie. Alors oui, est-ce que c'est un enjeu? Oui, mais la souveraineté sur l'énergie, je la comprends au niveau d'un pays. Au niveau d'une région, pourquoi pas, mais ça se discute. Voilà. J'ouvre le débat. Il y a eu un événement qui s'est passé il n'y a pas longtemps, qui est le blackout sur la péninsule ibérique. Frédéric Corot, ça vous a certainement interrogé. Et on parle souvent du fait que le changement d'équation dans le mix énergétique contraint à avoir des réseaux différents. Et ça pose aussi la question des capacités de stockage qu'on peut mettre parce que l'électricité ne se stocke pas. Donc, est-ce qu'on peut mettre des capacités de stockage
pour subvenir aux éventuels problèmes de réseau, de centrales qui se déconnectent, etc. Voilà, qu'est-ce que ça signifie, et est-ce que faire des boucles d'autoconsommation collective, hein, dans les endroits où il y a du solaire, des projets solaires sur des bâtiments publics ou des choses comme ça peut être aussi une solution pour fiabiliser les réseaux. Bon, il y a plein de questions là. Faudra me les rappeler, hein, si juste je voudrais dire par rapport à ce qui était discuté avant. Le fait de discuter, est-ce que dans l'électricité, pour le mix pour produire l'électricité, est-ce qu'il faut 20% de ça, etc. Je suis pas sûr que ça soit les vraies questions à se poser. Les vraies questions à se poser, c'est comment est-ce qu'on diminue les 60% d'énergie fossile dans la part. C'est ça la vraie question. Et après, il faut être conscient, je vais le dire un peu mal, hein, mais il faut être conscient qu'aujourd'hui, on a une électricité abondante, très abondante. On rajoute des moyens de production tous les jours. Hein. Je vous ai cité le nombre de raccordements ENR qu'on fait. Et la consommation stagne. La vraie difficulté, et vous le voyez si vous lisez la presse ces derniers temps, c'est de concilier. Quand on regarde à 2050, on sait que si on veut se décarboner, il faudra aller vers plus d'élec. Mais comment on gère une transition qui est compliquée? Alors, d'une, j'ai pas la réponse pour l'Espagne. Tout le monde l'attend. C'est d'ailleurs un peu étonnant que ça dure comme ça. Et je pense que RTE, le réseau de transport en France, est responsable de l'équilibre offre-demande. Donc, il serait probablement mieux placé que moi pour expliquer les défis de conduite d'un réseau où les sources intermittentes d'énergie sont de plus en plus importantes. Si je reviens au niveau Enedis, nous, le réseau, on le chouchoute. Quand je dis on le chouchoute, je vous parlais tout à l'heure des raccordements pour les bornes de recharge, pour l'événementiel, etc. Mais il faut savoir que je reviens en 96 milliards sur 20 ans. On en a plus de 30 destinés à la modernisation du réseau et à sa résilience. Je ne veux pas vous dire, vous le savez, les événements climatiques, nous on est quand même un peu... on tombe de notre chaise. Juste pour donner une idée, entre 2018 et 2022, on a pris tous les gros événements qu'on touchait. Quand je dis gros événements sur le réseau, c'est plus de 100 000 clients simultanément sur 3 départements au moins. Enfin, on est sur du lourd. Et ben, on a pris sur ces 5 années, on a pris les événements qui ont touché notre réseau. Il y en avait 3 fois moins que sur 2023 et 2024. C'est-à-dire qu'en 2 années, on a fait 3 fois plus que sur les 5 années. Donc, en fait, il faut qu'on le modernise, il faut qu'on le renforce par rapport à tous les aléas climatiques. On peut parler des risques d'inondation, etc., qui augmentent. Sur la partie autoconsommation, on est effectivement partie prenante de cette autoconsommation qui a démarré plutôt de manière individuelle, autoconsommation individuelle. Et aujourd'hui, on a, alors ça va vous paraître anecdotique, mais fin 2024, en France, on avait en service 800 opérations d'autoconsommation collective. Et là, pour le coup, je suis assez d'accord avec Marc quand on disait, est-ce que c'est grave qu'une région, pas qu'un pays, hein, mais qu'une région ne produise que 5 ou 10% de l'électricité qu'elle consomme? Pas forcément. Cela étant dit, on revient toujours à cette hausse de la consommation, le fait d'avoir un mix diversifié et le fait de pouvoir localement bénéficier d'un ou 2 producteurs dans une opération avec X clients qui en bénéficient, c'est des opérations qui aujourd'hui se multiplient. Quand on regarde, mais on est sur 800 services, hein, mais quand on regarde les augmentations, on est à plus de 100% d'augmentation chaque année par rapport aux années d'avant, donc c'est quelque chose qui se développe. Et nous, Enedis, on est là pour expliquer aux porteurs de projets les différentes règles de répartition entre les points de livraison qui produisent et les points de livraison qui consomment. Donc, il faut travailler là-dessus. Il faut travailler également sur une flexibilité. Marc l'avait dit. Vous l'avez peut-être entendu il y a 2 mois, la commission de régulation de l'énergie a chargé d'Enedis de réfléchir à un nouveau système heure pleine, heure creuse. Alors, ça parle plus aux clients. Nous, derrière, on parle de flexibilité. C'est quoi les flexibilités? À un moment donné, c'est faire correspondre la consommation à la production. Alors, bien sûr que les stockages se développent. On raccorde des stockages sur le réseau Enedis. RTE en raccorde également sur son réseau. Mais en même temps, il faut faire des incitations tarifaires pour que les personnes... on parlait du solaire. On a, dans tous les pays qui font du solaire, on a une cloche, on appelle ça une cloche solaire, entre 13h et 16h. Entre 13h et 16h, l'été notamment, on a une production super abondante et on a la consommation en face qui n'est pas là.
comment est-ce qu'on fait en sorte de ramener la consommation au même moment. Donc voilà, toutes ces histoires de flexibilité, d'innovation sur l'autoconsommation collective ou individuelle, c'est des choses sur lesquelles nous, on est partie prenante parce que ça participe de l'évolution à laquelle on assiste aujourd'hui. Merci. Avoir un tout petit peu plus d'indépendance énergétique, c'est quand même important pour la métropole ? Oui, c'est important, oui, bien sûr. Mais c'est vrai, comme ça a été dit, la question, elle doit se gérer au niveau de l'État, enfin, très clairement. Mais la métropole, c'est la plus grande métropole de notre pays, l'une des plus grandes européennes, et elle s'interroge sur le sujet. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'indépendance, elle se joue aussi sur les aides que nous pouvons formuler en direction à la fois des entreprises, mais surtout des particuliers. Donc tout à l'heure, je l'ai rappelé. Voilà. Et justement, pour aider à l'électrification des usages, hein, donc vous versez des aides, mais qu'est-ce qui manque pour convertir ce parc francilien à l'électricité ? Est-ce que le parc automobile. Le parc automobile, bien sûr. Là, il y a eu tout un débat donc sur la ZFE, supprimée, pas supprimée. Enfin, on verra ça en fin de mois, hein, si j'ai bien compris, puisqu'il le va y 30 et le 31 mai. Des votes à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que la ZFE, justement, c'est important dans cette démarche de décarbonation et comment massifier les usages électriques ? La position de Patrick Ollier, et en particulier, c'est d'être toujours favorable à la ZFE. Pas par dogme, mais tout simplement parce qu'il faut fixer des cadres. Et le cadre ne peut être opérationnel que si l'aide de l'État s'applique sur l'ensemble des éléments. Et c'était la question qu'on a posée à l'État jusqu'à présent, c'est de ne pas pouvoir donner les moyens de pouvoir vérifier en fait la mise en place de cette ZFE. Ça, c'est un élément évidemment extrêmement important. Et il faut pousser les populations parce que naturellement, l'humain n'a pas envie de changer. Et donc, on sait que le changement est obligatoire si on veut protéger la planète et si on veut protéger nos habitants, nos concitoyens, effectivement, de dérives, notamment de dérives en termes de pollution. Donc, les aides sont très importantes. Nous avons aidé, depuis la mise en place des aides, notamment sur l'évolution des flottes, plus de 9200 de nos concitoyens sur la métropole. Et en cela, les sommes qui ont été versées sont relativement importantes, puisque les sommes sont de l'ordre de 88 millions. Alors, 37 millions par la métropole, et le reste étant financé par d'autres collectivités, mais c'est pas négligeable. Et ça permet en fait de lancer des choses. En termes de logistique, j'ai réalisé avec l'ensemble des collaborateurs un grand nombre d'études pour voir quelle était la capacité des entreprises à pouvoir modifier et passer en fait à l'électrique. On s'aperçoit que les grandes entreprises type Carrefour, par exemple, sont prêtes à le faire et le font déjà. Ce sont des donneurs d'ordre qui sont relativement importants. Mais la difficulté, c'est en fait les comptes propres. Les gens qui sont commerçants, artisans et qui ont aujourd'hui des capacités à investir qui sont relativement faibles. Et c'est auprès de ces gens-là qu'on met en place des schémas qui leur permettront, en tout cas on l'espère, de passer le cap, de pouvoir passer à l'électrique. Mais pour passer à l'électrique, il faut avoir ces fameuses IRVE, ces infrastructures, effectivement, pour les véhicules électriques. Et dans ce cas-là, le schéma existe aussi, puisque c'est notamment Métropolis qui a été mis en place. Mais il y a un autre élément qui est très intéressant en tant que maire. Moi, je suis maire d'une petite commune de 15 000 habitants, qui est la sous-préfecture du département de la Seine-Saint-Denis. Et je me pose beaucoup de questions sur le photovoltaïque. Parce que tout le monde dit qu'il faut le développer, et je fais partie de cela. Seulement, on a un milieu urbain. Et si on détruit le milieu urbain en termes de visage du milieu urbain, on va en fait apporter des choses qui vont être négatives. Alors peut-être que dans certaines villes qui sont très urbanisées et qui se moquent un peu de ces types de sujets, et de voir des paysages qui sont quand même très dénaturés et qui sont d'une modernité qui ne correspond pas à ce que veulent les gens, nous, ce qu'on souhaite, en tout cas je fais partie de ces maires, qui souhaitent qu'on puisse développer du photovoltaïque qui puisse s'appliquer sur des toits, et qui se confondent avec les matériaux qui sont déjà utilisés. Alors je sais que tout le monde va s'interroger en se disant mais qu'est-ce que alors là, vraiment on est loin de tout ça. Moi je peux vous dire que c'est en train de monter et donc il faut l'accompagner. Donc je suis pas évidemment contre le photovoltaïque, mais à fond pour. Mais il faut l'accompagner et voir en fait quelles sont les mesures qui sont dans les plans locaux d'urbanisme. On sort un tout petit peu du sujet, mais quand même si on veut c'est des questions concrètes. Concrètement, voilà.
concrètement faire du photovoltaïque. Oui, le détail, il est très très important. On peut le faire sur des toits voilà, qui sont à plat, mais des toits en pente, c'est un peu compliqué. Et c'est la raison pour laquelle, moi, en tant que maire, on s'est mis à plusieurs maires à essayer de rechercher les matériaux qui aujourd'hui sont utilisables et qui peuvent être des briques classiques, mais enfin classiques, pas classiques, mais en photovoltaïque, et qui ressemblent en fait à des briques ou des tuiles qui sont aujourd'hui utilisées. Ça c'est un élément important. Et alors, vous voyez, je pose aussi des questions. Une des questions aussi que se posent nos concitoyens, c'est nos élus veulent faire du tout électrique, les entreprises, certaines suivent, et notamment celles qui produisent, celles qui transportent. Et l'autre jour, j'étais avec RTE, je posais la question et RTE répondait, mais peut-être que vous allez... que, en fait, si tous les foyers français passaient à l'électrique, en voiture, on aurait apparemment la possibilité de couvrir, puisque la somme engagée pour cela et la production correspond à la production qui est exportée. Mais bon, je jette encore un élément supplémentaire dans le débat, mais parce que dans ce débat-là, il est important que les élus puissent rassurer leurs concitoyens. Et les élus n'ont pas suffisamment d'informations, mais vous êtes des sachants dans vos entreprises respectives, et il est important qu'on puisse avoir ces éléments-là au niveau de la métropole, au niveau de chaque maire, pour qu'on puisse rassurer les gens en disant, attendez, voilà, parce que certains nous disent, et ils sont nombreux, enfin, encore une fois, moi j'ai cette petite France dans 15 000 habitants, qui représente quand même plutôt un niveau supérieur de la représentation de notre pays en termes socio-professionnels, et ils me disent, mais voilà, c'est bien, mais vous êtes des élus, vous nous poussez à passer à l'électrique, et derrière, on s'aperçoit que c'est un peu compliqué. Même chose pour certaines entreprises qui disent, mais regardez la ZFE, nous, on s'est préparé à la ZFE, on a fait évoluer une partie de nos flottes avec des perspectives, avec des objectifs, et aujourd'hui, on voit que les décisions politiques, finalement, peuvent revenir en arrière, et nous nous retrouvons avec des investissements réalisés sans se dire qu'ils seront profitables, et notamment en termes de marketing, ce qui est très important. Voilà. Donc, j'ai répondu à votre question, mais j'ai posé quelques autres questionnements qui existent aujourd'hui dans notre population. L'électrification est une question concrète à chaque fois qu'on électrifie un nouvel usage. Effectivement, il faut savoir comment le faire et pourquoi on n'est pas prêt à faire. Vous vouliez réagir tout à l'heure, Marc, oui, on s'approche de la fin de notre table ronde, je précise. Votre discours. Je voulais revenir sur la flexibilité. En fait, avec l'arrivée des ENR et notamment du photovoltaïque, on se rend compte qu'il y a des pics de consommation. En fait, la difficulté des ENR, c'est que c'est difficilement pilotable. Il faut vraiment avoir ça en tête. C'est-à-dire, quand vous avez des moyens de production nucléaire ou une centrale thermique, vous pouvez la baisser beaucoup. Enfin, augmenter la production. Et l'hydraulique. Aujourd'hui, la flexibilité, elle est en grande partie portée par le parc nucléaire français. Il faut que vous l'ayez en tête. Ce qui génère quand même des effets de bord. C'est plus coûteux, parce que plutôt que de produire 0 ou 1, comme le fait le parc américain, on fait ce qu'on appelle de la dentelle. Et la dentelle, on n'est pas à pleine puissance. Ça peut abîmer, dans certains cas, les outils industriels. On l'a vu il y a quelques années avec la corrosion sous contrainte. Nos ingénieurs disent que la corrosion sous contrainte, c'est en partie lié au fait qu'on fait varier les régimes de température de nos centrales nucléaires. Donc ça, c'est des coûts qu'aujourd'hui, personne ne voit dans la collectivité, mais on la paye au final au prix du kilowattheure. Donc il faut vraiment l'avoir en tête. Deuxième aspect qui est important, c'est que, tu l'as dit côté Enedis, là, il y a des pics de consommation, souvent le midi. Ça génère aussi des principes de prix négatifs sur le marché. Donc ça perturbe complètement le marché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les producteurs d'énergie vont vous payer pour que vous consommiez l'énergie. Alors les Suisses l'ont bien compris parce qu'ils ont de l'hydraulique, ils ont des steppes, donc ils achètent quand les prix sont négatifs, donc on les paye pour faire remonter de l'eau dans leur barrage. C'est plutôt intelligent. Alors en France, on regarde ça aussi. Mais c'est tout ça que génère le développement des ENR par rapport à des moyens de production centralisés. Et ce sont des coûts et ce sont des effets de bord qui ne sont pas anodins et qui créent et qui nécessitent justement des plans d'investissement importants de la part des réseaux. Il faut l'avoir en tête.
Merci. On a un tout petit peu de temps avant de passer à la deuxième table ronde, donc je voulais savoir si quelqu'un dans la salle avait une question. Il y a eu la COP, il y a la COP en ce moment, la COP au niveau de l'Île-de-France. Il y a eu un événement là, ils ont dévoilé leur, je sais pas comment ils appellent ça, leur feuille de route. Et puis il y a la CRE qui devient un nouvel acronyme, le CRE, le Comité régional de l'énergie. J'aurais voulu savoir les uns les autres ce que vous en attendiez, quel regard vous portiez sur cette mobilisation de l'État qui a son rythme. Je vais pour Enedis en tout cas. On attend beaucoup de ce comité régional de l'énergie qui se met en place le 17 juin prochain, parce qu'on est persuadé, on pense que ça sera le lieu, pour l'Île-de-France en l'occurrence, où on va pouvoir, entre 45 acteurs, parce qu'il y a 45 membres, parler énergie prospective sur le territoire de l'Île-de-France. Et d'ailleurs, justement, j'ai pas vu l'ordre du jour de cette installation de comité régional de l'énergie, mais il y aura forcément les zones d'accélération des ENR définies par les collectivités locales. Ça me faisait penser à ce que vous disiez tout à l'heure, où là, derrière, on va regarder le but de tous ces exercices. On a SRCAE, PCAEM, la PPE3 qui va être régionalisée. Là, vous faites C'est que ça soit cohérent et qu'on puisse regarder derrière comment concrètement au niveau des communes, qu'est-ce qu'elles ont défini comme zone potentielle d'accueil du photovoltaïque ou non, ou différents types de NR. Donc, on en attend beaucoup. Ce que l'on attend surtout, que ça soit au niveau régional ou national, hein, c'est une vision et de la stabilité. Aujourd'hui, vous suivez tous les débats politiques sur le sujet des énergies renouvelables, sur effectivement les arbitrages entre les énergies renouvelables, on va dire solaires et nucléaires, et pour que on puisse investir et on puisse tous continuer sur ce schéma. Personne ne discute la cible. Hein. La discussion aujourd'hui, c'est à quelle vitesse on atteint la cible, et surtout combien de temps on peut se permettre de freiner, parce qu'on freine en ce moment quand même. La demande ne suit pas, et donc tout freine. Ce dont on a besoin, c'est de visibilité, et c'est ça qui est le plus important. On peut pas dire, je parlais tout à l'heure d'agrivoltaïsme, on peut pas sortir une loi en juillet 2024 qui dit OK, vous pouvez y aller sur l'agrivoltaïsme, et 6 mois après faire une proposition de loi qui réduit les projets photovoltaïques à une taille où en fait, avant même qu'elle ait commencé, on tuerait la filière de 70%. Je parle même pas de Total Énergie, hein, je parle de la filière. Donc ce dont on a besoin sur le chemin des énergies renouvelables, c'est un peu de visibilité et un peu de constance. Et après, les industriels que nous sommes tous, on fera nos choix et on s'adaptera. Mais l'incertitude aujourd'hui est assez pesante sur le chemin des ENR. Oui, non, juste, je rajouterais que c'est quand même des exercices somme toute assez vertueux, puisqu'en fait, on est dans des logiques de concertation. Et en tant qu'énergéticien, ça nous semble important d'être capable de donner notre avis, notre vision sur un sujet qui est, on l'a un peu abordé, qui est somme toute très technique et avec beaucoup de contraintes. Un passionnant colloque de la métropole mardi sur la décarbonation, où un chercheur italien a réaffirmé à quel point la taille des véhicules électriques était importante, parce qu'en fait la taille des voitures a tellement augmenté que ça a neutralisé les progrès des motorisations thermiques, et que seul le Japon était cité en exemple parce qu'ils sont pleins de petites voitures électriques. Et c'est dommage pour pour toute une culture qui a fait que la taille de la voiture était le symbole de la taille de la surface sociale, n'est-ce pas? Notamment. Et du coup, voilà, je voulais quand même que ce soit dit, parce que je crois que c'est très important, si vous le confirmez. Oui, quand vous regardez l'évolution de l'automobile, du parc automobile français, vous avez des voitures, il y a quelques années, on était à 700-800 kilos, on est à plus d'une tonne, 1,2 tonne. Donc bien évidemment, vous avez des rendements, vous avez un poids supérieur à transporter, donc vous consommez plus d'énergie, de facto. Merci. Écoutez, je vous remercie tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci.